le monde, ici le Dr Sam Dubé au nom de Agora Media, puis le Toronto Business Journal. Puis aujourd'hui, je voudrais souhaiter bienvenue à Alexandra Pierre. C'est la présidente de la Ligue des droits. C'est une organisation non lucrative qui milite pour la défense et la promotion de tous les droits humains depuis 50 ans. Alors, Alexandra, bienvenue et merci de votre participation aujourd'hui. Merci, bienvenue. Merci de m'avoir et de me recevoir, de m'accueillir comme ça. C'est vraiment très gentil. Ça me fait grand plaisir. Alors, on va parler aujourd'hui au sujet du couvre-feu récemment établi par le gouvernement provincial de Québec. Alors, peux-tu nous donner un peu de détails au sujet du couvre-feu pour nos spectateurs? Alors, le couvre-feu a été annoncé et imposé, donc annoncé la semaine dernière et imposé depuis samedi. Le couvre-feu, l'idée, c'est de dire qu'entre 5 heures et donc entre 8 heures du soir et 5 heures du matin, les Québécois et les Québécoises devront être chez eux, à l'intérieur idéalement, sur leur terrain. Il semble qu'il y ait une certaine souplesse. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas le droit d'être dans les rues. Ce couvre-feu a été imposé dans les conditions suivantes, c'est-à-dire que le gouvernement Legault estime que, compte tenu de la situation avec le COVID, les cas qui montent, l'incapacité de réduire la transmission, le fait que les hôpitaux aussi commencent à être sur une ligne mince, les urgences dans certains secteurs débordent, le personnel aussi est soit épuisé, soit il n'y en a pas assez. Donc, compte tenu de cette situation-là, particulièrement dans certaines régions, parce qu'il faut dire aussi que la situation n'est pas la même partout au Québec, même si la situation est préoccupante partout au Québec, elle n'est pas la même au Québec. Par exemple, on sait que, à titre d'exemple, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal est particulièrement affecté par la transmission. Ça va plutôt mal dans cet hôpital-là. Dans d'autres, ça va un peu mieux. La situation donc à cause de cette situation-là, le gouvernement a décidé d'imposer ce couvre-feu entre 8 heures et 5 heures du matin. Ce qui est aussi important de mentionner, c'est que les personnes qui seront à l'extérieur sans motif, et on y reviendra, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Sans motif, court la chance, mais non, risque d'avoir une amende entre 1000 et 6000 $, ce qui n'est pas rien. Wow! Voilà pour le couvre-feu, un peu le contexte. Je pense que c'est le premier couvre-feu depuis 1970, je pense. Ben là, c'est ça, il y a comme des différentes interprétations. Il y en a qui disent que c'est depuis la crise d'octobre, d'autres qui disent pas tout à fait vrai, c'était pas un couvre-feu, c'était la loi sur les mesures de guerre, blablabla, mais que le dernier couvre-feu date de la grippe espagnole dans les années 1800. Alors, je laisserai les historiens parmi vos auditeurs et auditrices faire la lumière là-dessus, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas... Ce qui est clair, c'est que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de couvre-feu au Québec. Alors, ce couvre-feu va durer jusqu'au moins le 8 février. Est-ce que c'est correct, le 8 février? Oui, c'est ce que, jusqu'à présent, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être qu'il va être prolongé. En fait, jusqu'au 8 février, c'est sûr. Après, le reste, c'est peu clair. Alors, Alexandra, qu'est-ce qui vous concerne au sujet du couvre-feu? Nous, on est très inquiets à la Ligue concernant le couvre-feu. On est très critique, disons, par rapport à ce couvre-feu, parce que pour nous, ça évacue un peu la responsabilité du gouvernement est un peu évacuée et est mise sur les épaules des citoyens, citoyennes, habitants, habitantes du Québec.
Évidemment que la situation, je l'ai dit tout à l'heure, la situation est extrêmement préoccupante, extrêmement grave. À la Ligue, on est très conscient de ça. Donc, l'idée, c'est pas de jouer les gérants d'estrade et de dire vous devriez faire ci et vous devriez faire ça. C'est plutôt d'être non seulement vigilant, mais aussi de réfléchir à comment on gère cette crise-là. Le gouvernement nous dit sans cesse que les Québécois et Québécoises doivent faire leur part, ce qui est certes vrai, mais en retour, on s'attend aussi à ce que le gouvernement fasse lui aussi sa part. Ce qu'on se rend compte, c'est que ce couvre-feu-là, il vient alors qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire, notamment des choses de l'ordre du collectif, hein, de la solution collective. Notamment en faisant toute la question de la transmission par aérosol, la ventilation dans les lieux intérieurs comme les écoles, les établissements de santé, le fait que notre système de traçage, plutôt de testage et de traçage est loin d'être optimum. Donc, est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Le fait, par exemple, que depuis des mois, on dit que les travailleurs de la santé doivent arrêter de se déplacer d'un établissement à l'autre puisque ça favorise la transmission et que malgré ces avertissements, malgré les données aussi qui nous disent qu'involontairement, ils sont vecteurs de la COVID au sein même des établissements de santé, bien, on sait qu'il y a encore du personnel qui va d'un établissement à l'autre à chaque jour. Donc, nous, on se pose vraiment beaucoup de questions sur ça, cette responsabilité collective-là. Le couvre-feu, c'est une atteinte aux droits et aux libertés des Québécois et des Québécoises. C'est un geste grave, inusité. Donc, avant de poser ce geste-là, il nous semble qu'il y a plein d'autres choses à faire bien avant ça. Puis aussi, pour nous, comment dire, le fait de poser ce geste-là, d'imposer ce couvre-feu, c'est en quelque sorte le résultat de toutes ces actions qui n'ont pas été prises avant. Bon, là, j'ai parlé de choses très précises concernant la ventilation des lieux intérieurs, le mouvement du personnel, la capacité de testage et de traçage. Mais tout ça, c'est aussi le miroir de l'état de nos services publics, en fait. Le miroir de ça, comment ça se fait qu'on n'a pas une santé publique capable même si la situation est inusitée, on s'entend, là, mais capable d'avoir les moyens suffisants pour tester et tracer, ben c'est parce que depuis les 15 dernières années, la santé publique a été décimée en termes de moyens puis de personnel. Comment ça se fait qu'on a des travailleuses et des travailleurs de la santé qui changent d'un établissement à l'autre? Ben, parce que depuis des années, sous des régimes d'austérité de toutes sortes de nature, ben, il y a eu des coupes dans la santé, il y a eu des mises à pied de personnel. Tu sais, je remonte il y a des choses qui se sont passées plus récemment, notamment les réformes Barrette, mais j'en monte à plus loin. Pensons au déficit zéro au milieu des années 90, où est-ce que des infirmières ont été mises à pied. Elles se sont retrouvées dans des agences pour une bonne partie. Une autre partie a pris ses retraites. Bien, on paye en quelque sorte pour tout ça. Oui. Fait que là, vous allez me dire, ben là, OK, ça fait 20, 10, 30 ans que ça se passe. Maintenant, on est dans une situation d'urgence. On ne peut pas régler tous ces problèmes-là. Je serais à moitié d'accord avec vous en disant qu'il y a des choses qu'il va falloir réfléchir sur le long terme, mais il y a des choses très concrètes, dont d'ailleurs je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on peut faire ici et maintenant. Puis c'est là-dessus qu'on est dubitative face au couvre-feu. Donc voilà. Alexandra, vous avez mentionné dans une journal, je pense,
c'est la situation de transformer une situation de santé publique à une situation de sécurité publique. Je Tout à pense que fait. vous avez déjà parlé un petit peu au sujet de ça, mais sont quoi les conséquences ou les difficultés potentielles spécifiques avec le Mhm. couvre-feu? Nous avons parlé, toi et moi, un petit peu du la profilage social et racial comme un problème potentiellement. Est-ce qu'on peut parler de ça? Ben, c'est ça. Donc, je parlais de la responsabilité collective, notamment celle du gouvernement, euh, et du fait que, bon, ces problèmes-là durent depuis des années et qu'on est pris avec ces problèmes-là. Mais concrètement aussi, le couvre-feu, ça veut dire que ça impacte de façon disproportionnée certaines populations. On parle pas, nous, nous et d'autres groupes, bien sûr, on est particulièrement préoccupés par la situation des personnes qui vivent en situation d'itinérance. Et on l'a vu ces derniers jours, des personnes en situation d'itinérance qui se sont faites donner des amendes. Donc, je répète que ces amendes sont entre 1000 et 6000 dollars. Oui. Hein. Pour quelqu'un qui a une job 9 à 5, qui fait un salaire décent, c'est déjà énorme. Alors, on imagine qu'est-ce que ça veut dire pour une personne en situation d'itinérance. Puis pour moi, ça revient encore une fois aux responsabilités du gouvernement puis aux responsabilités collectives. C'est-à-dire qu'on a deux enjeux ici. L'idée qu'on fait une politique, on adopte une mesure sans réfléchir ou sans discuter avec les personnes sur lesquelles ça risque d'avoir le plus d'effet, parce que c'est évident, ben, il me semble que c'est évident Oui. que lorsqu'on parle d'un couvre-feu, ça veut dire que les personnes qui vivent dans la rue vont avoir un problème. Donc ça, c'est un premier enjeu, mais c'est aussi une responsabilité. Ça revient aussi à la question de la responsabilité collective parce que ce qu'on sait en ce moment, c'est que dans la plupart des centres urbains au Québec, à des degrés divers, il n'y a pas assez de place dans les refuges. Et ça fait depuis des années. C'est pas un problème nouveau. Donc, on leur dit, allez à l'intérieur, allez dans les refuges, mais où? Oui, mais où? On sait aussi que pour les femmes, c'est particulièrement un enjeu parce qu'il y a plusieurs femmes qui ne veulent pas, ne peuvent pas aller dans les refuges parce qu'elles ont déjà subi de la violence, soit dans les refuges, soit dans d'autres moments de leur vie, et que pour elles, cette proximité-là, ces lieux-là sont pas du tout rassurants, donc elles ne veulent pas y aller. On sait aussi que à Montréal, pour ce que j'en sais, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres centres urbains, mais à Montréal, il y a eu des éclosions de COVID-19. Donc, pas la semaine dernière, mais l'autre semaine d'avant, une série d'éclosions dans les refuges. Donc, évidemment que les gens n'ont pas nécessairement envie d'y aller. Là. Aussi, hein, et le contact. Oui, c'est ça. Fait qu'on leur dit, allez en dedans. Ah oui, allez en dedans dans des lieux où est-ce que je sais qu'il y a eu des éclosions de COVID. Non, merci. Mais sur la rue. Oui, c'est ça. Donc, tous ces enjeux-là font en sorte que il n'y a pas assez de refuges, il y a des éclosions, les refuges ne sont pas adaptés pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui habitent dans la rue? Donc, clairement, on n'y a pas pensé. Puis, plus généralement, on est en 2021, puis quand est arrivé le 1er janvier, les problèmes de profilage social et racial n'ont pas miraculeusement disparu. C'est sur ce terrain-là que le gouvernement travaille, puis c'est en prenant en compte de ce terrain qu'ils doivent mettre en place des mesures. Et quand on sait cet enjeu de profilage racial et social, on sait qui va être a plus de risque de se faire interpeller en étant dans la rue pour toutes sortes de raisons, pour aller travailler, pour aller prêter main forte à des proches, même avec ou sans les bons papiers. On a vu qu'il y a eu un reportage d'une femme qui a été arrêtée alors qu'elle avait un papier de son employeur. Donc, pour nous, ça laisse un peu place à l'arbitraire de la police dans une situation où est-ce qu'on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un système de santé
fort, résilient, plutôt que d'un système de sécurité de plus en plus envahissant. Et que pensez-vous au sujet des statistiques qui sont utilisées pour la base de l'action du couvre-feu? Ben c'est ça. Je parlerai pas de statistiques parce que je ne suis pas aussi férue de vous de chiffres et les chiffres sont aussi très contradictoires. Oui, Mais la semaine dernière, au point de presse où est-ce qu'on nous était annoncé ce couvre-feu, euh, Monsieur Arruda disait notamment que le but c'était de faire une onde de choc et qu'il n'y avait pas nécessairement de preuves on lui posait la question notamment pour d'autres pays qui avaient pris ces mesures-là, oui. et il disait lui-même qu'il n'y avait pas nécessairement de preuves de l'efficacité de ce couvre-feu. Donc, ça aussi, c'est un peu questionnant. On veut bien de traitement de choc, on veut bien un traitement de choc parce que la situation est en effet grave, mais il faut que ce traitement soit ciblé et comment dire, puis qu'il atteigne la cible, en fait. Oui. Faut que ça soit, c'est ça, faut que ça soit logique et ciblé. On peut pas juste faire un traitement de choc pour faire un traitement de choc, surtout quand il s'agit des droits et libertés des Québécois et des Québécoises. Alors, le grand concern ici, c'est les restrictions sur les droits et les libertés imposées par cette action. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'un habitant à Québec peut faire pour s'exprimer ou pour investiguer la cause, la fondation de l'action du couvre-feu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mm. Ben, moi, je vous invite à continuer à suivre le Facebook, le site de la Ligue, évidemment, à continuer à être vigilant et critique, en fait, euh, sur ces questions-là, notamment sur les questions de financement, Mm. de financement et de maintien des services publics Oui. sur le long terme, mais aussi sur le court terme. Euh, c'est ça, de continuer à être critique, à poser des questions, en sachant que pour nous, c'est important. Comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment pas de jouer les gérants d'estrade parce qu'on reconnaît que la situation est non seulement grave, mais compliquée, mais c'est de dire aussi que les droits et libertés, incluant les droits économiques, sociaux et culturels, donc les droits qui garantissent qu'on puisse avoir un système de santé qui fonctionne, qui est résilient et qui prend soin des uns des autres. Donc, ces droits-là peuvent pas disparaître ou être mis de côté parce qu'il y a une crise. Au contraire, c'est parce qu'il y a une crise qu'il faut qu'on soit non seulement vigilant, mais que ces droits euh, civils et politiques, mais aussi les droits économiques et sociaux devraient nous guider, en fait, dans les décisions qu'on prend. Wow. Fait que c'est ça. Moi, j'invite vraiment les auditeurs, auditrices à suivre la situation, rester critiques et suivre la Ligue des droits et libertés, Facebook et site Internet. Vous avez un lien pour nous? Tu, Oui, ben, c'est un lien assez facile. C'est liguedesdroits.qc.ca. Excellent, excellent. Alors, Alexandra, je sais que vous avez un autre rendez-vous. Et alors, est-ce qu'il y a un autre message ou quelque chose que tu n'as jamais parlé, que tu veux parler aujourd'hui, maintenant? Je pense que j'ai pas mal tout dit. Soutenons non seulement nos services publics, le personnel qui est dans cette situation en ce moment puis qui prend soin de nous, mais aussi pensons long terme parce que ces crises, on touche du bois, mais ces crises risquent de se répéter. Donc, on a besoin de réfléchir à comment on prend soin de notre environnement, mais aussi à comment on fait en sorte que nos services publics puissent répondre et réduire ces crises.
Excellent. Alors, merci Alexandra Pierre, présidente de la Ligue des droits. Je vous remercie au nom de Agora Media et le Toronto Business Journal et de moi-même aussi de votre participation. Alors, tout le monde, bienvenue et c'est-à-dire à bientôt. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt.